Gaudy. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci vous êtes député européen du groupe Renew, le groupe des députés macronistes, pour résumer un petit peu simplement la situation. On est ensemble pendant 20 minutes pour une interview en partenariat avec la presse régionale, représentée par Stéphane Vernet de Ouest France. Bonjour Stéphane. Bonjour Oriane, Sandro Gaudy, bonjour. Bonjour. Sandro Gaudy, dans son discours au Congrès américain cette nuit, Donald Trump affirme que Volodymyr Zelensky est prêt à négocier avec la Russie et qu'il a eu également des signaux forts de la part de la Russie indiquant qu'ils sont prêts pour la paix. Est-ce que vous croyez à une paix prochaine ? Je crois que c'est très inquiétant, pas parce qu'il a parlé de paix, mais parce qu'il n'y a aucune indication que ce soit une paix durable, pas une capitulation de l'Ukraine, pas une paix imposée contre les peuples ukrainiens. Donc je trouve que cela est très inquiétant. Et après ce qui s'est passé à la Maison-Blanche la semaine dernière, c'est d'autant plus inquiétant. La paix, nous voulons la paix aussi, mais elle doit être une paix durable. Ça doit être une paix qui n'encourage pas Poutine à réessayer avec un autre État européen dans 5-6 ans. Et vous savez, il y a des services d'intelligence danois ou allemands qui nous indiquent clairement que ces risques est bien réel. Donc je crois qu'il y a encore beaucoup de clarifications à faire. Il est clair que notre position, c'est qu'il ne peut pas y avoir une paix en Ukraine sans les Ukrainiens, comme il ne peut pas y avoir un accord sur la sécurité européenne sans les Européens. Mais quand vous entendez hier Volodymyr Zelensky dire qu'il est prêt à une trêve dans les airs et sur la mer, dire qu'il est prêt à signer l'accord sur les minerais qu'il a refusé de signer à Washington vendredi, est-ce que vous avez le sentiment que Donald Trump lui fait mettre un genou à terre ? Sans doute, la pression est énorme. Selon mes informations, mais il faut les vérifier, il s'agit pas de l'accord tel qu'il avait été conçu par avance et compagnie, mais c'est basé sur les projets de mémorandum qui étaient déjà négociés, discutés entre Zelensky et Biden, qui parlent d'investissement américain, qui parlent sans doute d'intérêts économiques américains, mais pas imposés. Mais honnêtement, il faut voir bien les détails. Je crois qu'il faut être très solidaire à Zelensky, qui à la Maison-Blanche était un peu entre Judas et Faust. Judas, je vais trahir mon peuple. Faust, je vais accepter un pacte avec les diables. Et je crois qu'il a choisi d'être digne en Européen et c'est une raison de plus d'être solidaire avec lui. Comment vous l'avez analysé, cette attitude agressive de Donald Trump avec Volodymyr Zelensky vendredi ? C'était conçu, c'était préparé. C'était préparé pour l'humilier, c'était préparé parce que malheureusement, je crois qu'il y a une convergence d'intérêts entre Trump et les Trumpistes et Poutine. Et la convergence d'intérêts, c'est qu'ils ne veulent pas des Européens dignes et ne veulent pas une Union européenne qui devienne une puissance. C'est le seul obstacle à leur logique impérialiste, c'est l'Union européenne et c'est les Européens qui, avec la dignité, résistent à l'agresseur comme Zelensky. Et ça, c'est la chose la plus inquiétante et ça, c'est vraiment les signes que le monde a véritablement changé. On les voit. Poutine essaye de déstabiliser nos démocraties avec des ingérences continues et Trump et Musk essayent de déstabiliser l'Union européenne en travaillant avec les extrémistes à l'intérieur de l'Union européenne, avec l'extrême droite. Musk était publiquement en faveur des extrémistes qui veulent, dès l'intérieur, saper l'Union européenne, la vider des contenus. Donc c'est pour cela que c'est un tournant historique. Vous savez, je ne sais pas si c'est Lénine qui l'a dit, mais il y a une phrase qui en dit beaucoup. Il y a des décennies dans lesquelles ça ne se passe rien, et il y a des semaines dans lesquelles il y a des décennies qui se passent. Nous vivons une de ces semaines, cette semaine, et nous devons être à l'auteur. Si je vous comprends bien, l'Europe est face à un double front, face aux États-Unis et face aux Russes aujourd'hui. Est-ce que l'Union européenne a réellement les moyens de tenir la tête à la fois à Donald Trump et à Vladimir Poutine ? Et est-ce qu'on a encore le temps, notamment par rapport au conflit en Ukraine ? Très bonne question. Elle peut les avoir, mais elle doit changer très rapidement. Elle doit faire un changement qu'il a reporté pour 20 ans. L'Union européenne, le logiciel de l'Union européenne n'est pas fait pour faire face à une guerre. Elle est fait pour planifier un marché unique, planifier une monnaie unique. Quand il s'agit des politiques étrangères de défense, elle n'a pas le logiciel. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas assez de ressources, parce qu'il n'a pas assez de méthodes de travail en commun dans le domaine de la défense, et parce qu'il a une gouvernance avec les vétos qui le rendent impossible. Ce sont des choses qu'on dit depuis 20 ans. Le président de la République l'a dit depuis les premiers discours de la Sorbonne de 2017. Maintenant, il faut les faire. Il faut éliminer les vétos, il faut accélérer la création de nouvelles ressources.
les programmes, on va en parler, la proposition de von der Leyen d'hier, c'est un premier pas vers cette direction. Et évidemment, il faut prendre acte que nous devons passer à une nouvelle dimension de notre intégration. Mais là, très concrètement, si les Américains continuent à suspendre les aides promises par l'administration Biden à l'Ukraine, est-ce que l'Europe peut compenser ce gel des aides, notamment sur les munitions, par exemple? Est-ce qu'on est en capacité de fournir suffisamment de munitions aux Ukrainiens aujourd'hui pour qu'ils continuent à résister aux Russes? Déjà, tout d'abord, ce qui s'est passé avec la suspension des aides, c'est une véritable trahison. C'est une véritable trahison de l'esprit occidental. C'est une véritable trahison de ce qui nous a unis des deux côtés de l'Atlantique pour plus de 70 ans. Et donc, c'est vraiment très, très, très négatif ce qui s'est passé. Déjà aujourd'hui, plus de 60% des aides aux Ukrainiens sont des aides non américaines. Et donc, il est clair que nous avons déjà compensé. En 2024, il y a eu une période dans laquelle, à cause des raisons des navettes entre les présidents et les congrès américains, les Américains ne donnaient pas des aides et on a déjà compensé les aides américaines. Je crois que nous devons continuer de les faire en tant qu'Européens. Je crois que ça, c'est parmi toutes les difficultés, c'est la chose peut-être la moins difficile d'augmenter les aides aux Ukrainiens, mais c'est seulement une partie de la réponse que nous devons donner. Il y a un autre front. Trump a également entrepris de nous mener une guerre commerciale sur les tarifs douaniers. Est-ce que les Européens seront immédiatement ripostés et à même hauteur? Là, oui, parce que là, l'Europe existe. C'est exactement la différence entre l'Europe de la défense dont nous parlons et que nous devons accélérer, construire entre les pays qui veulent la construire, pas à 27. À l'intérieur de l'Union européenne, il y a un groupe de pays qui a des forts intérêts dans la défense, il faut y aller. Par contre, dans les commerces comme dans le numérique, l'Europe existe bel et bien, elle a une puissance, elle doit répondre. Et ce qu'il a dit, Trump, si vous voulez, c'est cohérent avec son discours, sa campagne électorale. Il a fait croire aux Américains que tous les problèmes des États-Unis sont la faute des autres. C'est la faute de la Chine, c'est la faute des Européens, c'est la faute du Mexique, c'est la faute du Canada. Donc, Trump ira jusqu'au bout de sa logique s'il n'est pas arrêté, parce que la seule chose qu'il comprend, Trump, Vance, Musk, ce sont les rapports de force. Là, on peut être fort. Mais l'Union européenne est en capacité de l'arrêter? Absolument. Rapidement. Sous la politique commerciale, si ça entre en vigueur début avril, le président Emmanuel Macron l'a dit clairement aussi après son voyage à Washington, on a les moyens, parce que dans la politique commerciale, on est pleinement intégré. Et on peut répondre point par point aux Américains, et on doit les faire. Ça veut dire que dès avril, il y aura réciprocité de l'Union européenne? Si les États-Unis vont dans la direction des tarifs douaniers, l'Europe est parfaitement équipée pour répondre point par point, tarif par tarif. Après, est-ce que ceci est dans l'intérêt global? Est-ce que ceci est dans l'intérêt des États-Unis? Non, c'est du pur masochisme. Parce que les premiers bénéficiaires de ce que nous avons connu comme libre-échange, comme coopération commerciale ouverte, comme bon fonctionnement de l'Organisation mondiale du commerce, ce sont les États-Unis. Mais évidemment, nous devons nous défendre. Les discours de Trump, c'est une attaque à nos intérêts commerciaux et nous devons être prêts à répondre. Et là, nous pouvons l'être, parce que là, l'Europe, heureusement, existe. Vous avez vu que dans son dernier discours, cette nuit, là, aux États-Unis, il a redit qu'il voulait mettre la main sur le Groenland? Oui, et ça aussi d'une façon ou d'une autre. Et ça, c'est exactement la logique impériale dont je vous parlais. Et Trump est en train de, disons, accepter dans ses discours la logique des sphères d'influence. Et c'est dramatique parce que, évidemment, la Chine sera encouragée avec ses mires agressives contre Taïwan. Et évidemment, l'Iran sera encouragé dans sa stratégie de déstabilisation dans le Moyen-Orient. Évidemment, on ne sait pas quoi s'attendre de la Corée du Nord. Les discours de Trump sur le Groenland donnent une légitimité à tout ce que nous avons combattu. Et donc, c'est absolument déstabilisant du point de vue international. Stéphane, on va parler du plan d'Ursula von der Leyen. 800 milliards annoncés par Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne hier. Est-ce qu'il est suffisant pour réarmer l'Europe, puisque c'est l'objectif, ce plan à 800 milliards? Non, c'est un pas en avant. Finalement, on commence à se réveiller. Finalement, on commence à comprendre que la question de la défense est une question européenne et pas seulement nationale. Et ça, c'est déjà important. Après, ces 800 milliards, c'est quoi? C'est 150 milliards d'emprunts au niveau européen pour prêter aux États membres de l'argent pour... Il y a 650 milliards, c'est un peu en trompe-l'œil. Dans lesquels on dit d'emprunt des États. On ne va pas considérer tout de suite déficit dette publique la dépense que vous faites dans l'industrie. Moi, je crois que c'est déjà un pas en avant. Mais il y a quelque chose qui manque.
il faut mettre des critères, il faut dépenser en européen. Il faut encourager la dépense, pas 27 dépenses nationales. Sur ce sujet. Pas chacun pour soi. Ça, ce sera discuté demain au sommet, au Conseil européen exceptionnel, par exemple, ou pas? Oui, sans doute, toute la proposition de von der Leyen sera discutée demain. Notre position, c'est qu'il faut travailler en européen, il faut dépenser en européen. Donc, il faut encourager des dépenses qui vont vers les fonds européens pour la défense, la facilité pour la paix. Parce que c'est bien de faire plus au niveau national pour la défense, mais ce n'est pas la réponse définitive. La réponse définitive, c'est commencer à travailler en européen. Ça veut dire faire des dépenses à 27, travailler en européen, et ça veut dire garantie d'acheter du matériel européen? Oui, moi je pense qu'il faut absolument aller dans cette direction. Des marchés publics européens, des garanties d'achat européennes. Il faut commencer véritablement à construire cette Europe de la défense. Et là, face à cette nécessité, il ne suffit pas seulement de dépenser plus, mais il faut dépenser mieux. Moins de duplication, plus d'efficacité. Et il faut les faire entre les pays qui sont prêts à les faire. Là, il me semble qu'il y a 3 acteurs qui sont clés dans cette affaire, c'est la France, l'Allemagne et la Pologne. Mais je suis sûr que si on lance ce processus, beaucoup d'autres pays voudront s'y joindre. Mais justement, pardon, puisque vous parlez de la France, l'Allemagne et la Pologne, est-ce qu'on va arriver à faire une défense commune à 27 ou est-ce qu'il faut commencer par ce noyau dur, France, Allemagne, Pologne, avec la Grande-Bretagne qui n'est plus dans l'Union européenne? Il faut commencer par un groupe de pays. Et il faut commencer par un groupe de pays sans attendre les 27, sans doute France, Allemagne, Pologne. Évidemment, les Royaumes-Unis, là aussi, Emmanuel Macron, depuis longtemps, a proposé une sorte de Conseil de sécurité européen dans lequel les Britanniques doivent être. Ce qu'on doit faire, par contre, c'est d'exploiter pleinement ce qu'on peut faire en tant qu'Union européenne. L'Union européenne, déjà aujourd'hui, donne la possibilité à des groupes de pays de s'intégrer dans la défense. Il faut les faire parce qu'on ne peut pas toujours inventer des formats. Il faut exploiter aussi ce qu'on peut faire en européen. Évidemment, entre les pays qui le veulent, il y a des pays qui ne le veulent pas, l'Hongrie, la Slovaquie, et là aussi il faudra rapidement se libérer du veto, parce qu'on ne peut pas chaque fois être bloqué dans les négociations à cause des chantages de Viktor Orban. Et il y a des pays que pour raisons historiques constitutionnelles, l'Irlande, l'Autriche, sont neutres. Donc, mais l'Union européenne, nos traités nous donnent déjà la possibilité d'avancer dans la défense par groupe de pays. Il faut créer ce noyau dur européen, travailler avec les Britanniques et construire une nouvelle architecture de la sécurité européenne. La nouveauté, la vraie nouveauté, en tout cas le cœur du plan à 800 milliards de Ursula von der Leyen, c'est la création d'un nouveau fonds de défense de 150 milliards, et dans lequel l'Europe va puiser 93 milliards de reliquats des aides post-Covid qui n'avaient pas été dépensées. Mais il est aussi question de puiser dans les fonds de cohésion qui sont destinés à financer le développement des régions européennes en retard, à la traîne. Est-ce que le Parlement européen acceptera ça? Alors, pour la d'aller chercher l'argent du fonds de cohésion? Alors, pour la première partie, les fonds du plan de relance, il faut rappeler qu'il y avait, c'était divisé en 2 parties. Il y avait des transferts, des donations, des subventions, et il y avait des prêts. Et il y a très peu de pays qui ont utilisé la partie des prêts. Les seuls pays qui ont utilisé pleinement transferts et prêts, c'est l'Italie. Donc, il y a sans doute des marges dans les fonds de relance, et la raison, la présidente von der Leyen, de vouloir utiliser la partie du plan de relance pour la défense. Sur la question de la politique de cohésion, c'est beaucoup plus délicat. Il y aura un débat très important. Évidemment, il y a des aspects qui peuvent être conciliés. Par exemple, investir sur l'industrie qu'on appelle en bon français dual use, des industries qui produisent des matériels qui sont à la fois civils et militaires. Sans doute, il y a des parties du fonds de la cohésion qui peuvent être utilisées utilement pour faire de la défense et pour faire du développement régional. Mais je crois qu'il faudrait faire des efforts pour trouver des ressources aussi ailleurs. Il faut utiliser les eurobonds, par exemple. La méthode qu'on a utilisée pendant la Covid-19. Et les questions, par exemple, de modifier les statuts de la Banque européenne d'investissement pour qu'elle puisse faire des prêts aux industries de défense, ça, c'est quelque chose que le Parlement acceptera facilement? La Banque européenne des investissements doit absolument modifier son mode de fonctionnement et revoir ses priorités. Il y a de nouvelles priorités sur lesquelles il faut miser, et sans doute la défense et l'innovation, parce que chaque semaine, on a un sujet, les sujets du siècle. Il y a 2 semaines, les sujets du siècle, c'était l'intelligence artificielle. Maintenant, c'est la défense. Il faut faire les deux, évidemment. Et tout ça est discuté demain à Bruxelles, au cours du Conseil européen exceptionnel. Est-ce que ce sera l'occasion pour les chefs de gouvernement des 27 États membres
de montrer une certaine unité, ou est-ce qu'on risque d'avoir un certain nombre de points sur lesquels on voit des divisions? Parce qu'au sein de l'Union européenne, on sait qu'il y a des États pro-russes, la Hongrie, la Slovaquie, d'autres qui redoutent de voir les finances européennes déraper, comme les Pays-Bas, par exemple. Donc, ou par exemple l'Italie de Giorgia Meloni, qui est réputée assez proche, enfin très proche de Donald Trump. Est-ce qu'il n'y a pas un certain nombre d'États qui vont traîner des pieds contre ce Conseil? Giorgia Meloni, en ce moment, me semble un râteau perdu au milieu de l'Atlantique. Parce que Giorgia Meloni était absolument poutinienne, lisait son livre. Après, elle a voulu trouver une légitimité internationale, donc elle s'est mise du bon côté de l'histoire sur l'Ukraine parce qu'elle avait besoin d'instaurer un rapport, une bonne relation avec Biden, mais sa nature est extrémiste, sa nature est trumpiste. Et quand même en France, on voulait la décrire comme une leader pro-européenne, modérée, vous voyez, l'extrême droite dans un pays fondateur, ça ne se passe rien, vos collègues se sont gravement trompés. Parce qu'il est clair qu'aujourd'hui, Giorgia Meloni voudrait être du côté de Trump, mais le problème de Giorgia Meloni et de tous les extrémistes, c'est que se mettre du côté de Trump, c'est aller contre les intérêts nationaux de son pays. Et donc, elle est muette. Mais qu'est-ce qu'elle va faire? Elle était même à l'investiture de Donald Trump. Est-ce qu'elle va accepter de lui tourner le dos? Elle a déjà dit qu'il y a hors de question que l'Italie engage des militaires en Ukraine, même après un accord de paix. Donc, je crois qu'elle n'est même pas équilibriste. C'est déjà mis du mauvais côté, mais elle est en forte difficulté. Après, il y a d'autres leaders qui sont, je dirais, idéologiquement aligné avec Trump. Et ça, c'est sans doute Viktor Orban. Dans les débats avec Kamala Harris, le 12 septembre de l'année dernière, le seul leader qui a été mentionné, le seul leader non américain qui a été mentionné par Donald Trump, c'était Viktor Orban. Donc il est clair, mais c'est la raison pour laquelle il faut arrêter de penser que la question de la gouvernance de l'Union européenne, ce n'est pas une des questions urgentes. Il faut nous libérer du veto. Viktor Orban, qui est d'ailleurs à Paris aujourd'hui, qui va rencontrer Emmanuel Macron. Est-ce que vous pensez qu'Emmanuel Macron va réussir à infléchir sa position? Viktor Orban, il y a quelques jours, il demandait aux Européens de lancer des pourparlers avec Moscou. J'espère que le président de la République aura la capacité de convaincre Viktor Orban et j'espère que demain, il y aura l'unité et pas la division au Conseil européen. Mais je crois qu'en tout cas, les pays qui veulent aller de l'avant doivent le faire, et doivent le faire, j'insiste, en restant dans les cadres de l'Union européenne. C'est ça la question qu'on doit aborder. On pense toujours que les choses urgentes, c'est l'argent, bien sûr, la défense, et les choses à ne pas aborder, soit les modes de fonctionnement de l'Union européenne. C'est faux. Il faut aborder les deux, et c'est le moment de poser aussi la question, cette Union européenne doit changer de mode de fonctionnement parce qu'elle n'est pas à même d'affronter l'urgence. Peut-être qu'il faut préciser pour les téléspectateurs, quand vous dites qu'il faut nous libérer du veto, c'est parce que sur les affaires extra-européennes, il existe... Parce que sur la politique étrangère, sur la défense, il existe un droit de veto. Peut bloquer les autres. Donc alors, là, il n'y a pas de minorité de blocage, juste un pays peut décider de tout bloquer. Exactement. Et c'est absurde. Mais comment on fait pour changer ça? Il faut changer les traités? Dans la défense, déjà, non. Dans la défense, déjà, les traités permettent à des groupes de pays, même 3 ou 4, d'aller de l'avant en restant dans les cadres de l'Union européenne. Ça s'appelle coopération structurée dans la défense. Déjà, on pourrait exploiter ça. Après, il y a des clauses qui peuvent nous permettre de décider à la majorité dans la politique étrangère. Ce sont des clauses qu'il faut activer à l'unanimité. Mais donc, on revient au point de départ. Mais dans la défense de la sécurité, on peut créer des avant-gardes. Après, si vous me demandez, vu les changements du monde, vu le fait que la guerre est de retour dans le continent européen, vu le fait qu'on s'engage sur un projet d'unification continentale, si vous me demandez, est-ce que vous croyez que l'unification continentale soit possible sans réviser les traités? Non. Il faut le dire. Sans révision des traités, on ne peut pas unifier les continents. Donc, il faut aller de l'avant de l'unification continentale et d'ici à 2029, avoir le courage et la capacité aussi de modifier la façon dont l'Europe fonctionne. Il faut rentrer dans le XXIe siècle. Il y a un autre sujet, c'est la question de la dissuasion nucléaire. Le nouveau chancelier allemand, Friedrich Merz, qui veut discuter avec le Royaume-Uni et la France pour savoir si leur protection nucléaire pourrait s'étendre aux Allemands. Qu'est-ce qu'il faut lui répondre? Est-ce que c'est une condition de l'autonomie stratégique de l'Union européenne? Moi, je crois que oui. Moi, je crois que oui. Et moi, je crois que la France et le Royaume-Uni ont une opportunité historique. Parce que c'est à pousser les Européens qui n'ont pas la force nucléaire à s'engager pleinement
au sein de l'OTAN, c'était aussi la force de dissuasion nucléaire des Américains et l'article 5, la clause qui n'attaque à un pays, c'est une attaque à tous les autres. Et aujourd'hui, il est clair qu'on ne sait pas. Aujourd'hui, Trump a instauré les doutes sur l'attitude des Américains en cas d'attaque contre un autre pays européen, un pays même de l'OTAN ou de l'Union européenne. Face à ces doutes, il faut bien évidemment rester dans les cadres atlantiques, mais se donner une autonomie. Cette autonomie passe aussi par la dissuasion nucléaire. Et là, la France et le Royaume-Uni, qui ont l'arme nucléaire et qui sont membres permanents du Conseil de sécurité, ont sans doute un rôle fondamental à jouer. Et je crois que c'est vraiment extraordinaire l'intérêt, finalement, que Friedrich Merz, que l'Allemagne, montre sur les sujets de la défense, sur la défense, mais aussi sur une autonomie européenne, qui n'est pas alternative à l'OTAN, mais qui doit nous donner des assurances au cas où les États-Unis ne voulaient plus utiliser l'OTAN dans une crise à l'avenir. Dernière question, Stéphane. Est-ce que vous avez suivi le débat franco-français sur la situation en Ukraine et la sécurité de l'Europe au Parlement, à l'Assemblée lundi, au Sénat hier? Et si vous avez suivi un petit peu, comment est-ce que vous évaluez les prises de position des parlementaires français sur ces questions? Je suis très occupé à suivre les parlements européens, plus que les parlements français, et je ne voudrais pas porter des jugements sur les parlements français. Ce que je peux dire, c'est que il me semble que Emmanuel Macron soit le seul leader aujourd'hui qui partage avec les autres une vision européenne et qui veut véritablement s'engager pour un véritable réveil européen. J'ai vu des débats, j'ai vu que même sur votre chaîne, vous avez montré la réponse de Sébastien Lecornu en ce qui concerne la dissuasion nucléaire, etc. Je crois qu'il a parfaitement raison. Donc, toujours refaire l'histoire de Gaulle à nos jours sur une attitude qui ne me semble pas avoir changé. Ce que nous voyons au Parlement européen, c'est que depuis toujours, et aujourd'hui Emmanuel Macron et Sébastien Lecornu l'ont confirmé, l'intérêt vital de la France ne se limite pas à l'Hexagone, mais peut s'étendre à l'ensemble du continent européen. Et donc je crois que ça, c'est sans doute quelque chose qui va nous aider à construire cette défense européenne. Une partie de la classe politique française aujourd'hui, notamment aux extrêmes de l'hémicycle, que ce soit le Rassemblement national, la France insoumise ou les communistes, qui en fait prône une capitulation de l'Ukraine pure et simple, par peur d'une escalade entre puissances nucléaires et d'une troisième guerre mondiale. C'est honteux et c'est une illusion. En même temps, c'est une vraie peur qui parcourt la société française et qui parcourt toute l'Europe. Mais c'est honteux de vouloir lâcher les Ukrainiens, et c'est une illusion. Parce que si on lâche les Ukrainiens, on n'évite pas la guerre, on accélère la guerre demain contre un autre État européen. Donc l'extrême droite et l'extrême gauche, c'est encore une fois la meilleure expression du parti de l'étranger. Aujourd'hui, cet étranger se trouve entre le Washington de Trump et le Moscou de Poutine. Merci beaucoup, Sandro Cody. Merci d'avoir été notre invité.